bon, voilà. C'est bon comme ça. N. C'est bon, Maca? D'accord. Alors, donc, le sujet qui m'a été proposé pour se développer au cours de cette table ronde, c'est la place de l'omnipraticien dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Donc, on va aborder quelle devrait être la conduite à tenir d'un médecin de première ligne dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'insuffisance rénale chronique? Depuis un certain nombre d'années, c'est pas très long. On parle, on écrit dans les articles, dans les journaux, sur l'insuffisance rénale chronique qui devient un fléau. Il est en forte croissance dans le monde. Ça, c'est un article qui est paru au Figaro. Et donc, il parlait à l'époque en 2015, il y a plus, à l'occasion de la journée mondiale du rein, donc il y a plus d'un adulte sur 10 qui souffre d'une affection rénale, soit plus de 600 millions dans le monde. Et les prévisions, c'était, c'est-à-dire comme cause de mortalité, l'insuffisance rénale, classée 17e en 2002, on prévoyait qu'elle devient la 13e cause de mortalité en 2030. Or, dans la journée mondiale du rein en 2019, on se rend compte que on avance plus que les délais prévus par les études statistiques. C'est la 11e déjà en 2019, c'est la 11e cause de mortalité, alors qu'on a dit qu'en 2030, ça va être la 13e. Donc elle est en train d'évoluer de façon très importante, non seulement en Tunisie, mais de par le monde. Et donc, bien sûr, ralentir cette progression, c'est améliorer notre prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Et donc, au cours de cet exposé, je vais parler de la démarche sur le plan pratique, la démarche diagnostique devant une insuffisance rénale chronique. Il y a plusieurs étapes, on va essayer de les aborder au fur et à mesure et à travers des petites vignettes cliniques où je vous demande de me répondre et que ça soit interactif pour soulever les soucis que vous avez lors d'une consultation d'un patient qui vient pour une insuffisance rénale chronique. Donc, tout d'abord, devant une insuffisance rénale, la première étape, c'est de savoir est-ce que c'est une maladie rénale chronique, une insuffisance rénale chronique ou une insuffisance rénale aiguë. Généralement, le patient, la circonstance de découverte, c'est un bilan créatinine parce que l'insuffisance rénale, c'est une maladie silencieuse qui ne fait pas parler d'elle. Donc c'est insidieux. Généralement, il découvre au bilan une élévation de l'insuffisance rénale. Et là, vous êtes dans votre cabinet face à un bilan. Et donc, sans signe clinique, comment on va aborder ce motif de consultation. Donc, tout d'abord, pour dire que c'est une maladie rénale chronique, il faut connaître la définition de la maladie rénale chronique, qui est une définition qui nécessite donc un critère chronologique. Il faut qu'il y ait la présence pendant plus de 3 mois de marqueurs de l'atteinte rénale. J'ai dit bien marqueurs de l'atteinte rénale et non d'insuffisance rénale et ou baisse du débit de filtration glomérulaire. Alors, marqueurs d'atteinte rénale, ça peut être des anomalies urinaires, des anomalies électrolytiques, d'accord? Ça peut être des lésions histologiques, ça peut être des anomalies morphologiques radiologiques. D'accord? Et associé à un débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire à partir de la créatinine. Pour dire que c'est chronique, la première question qu'il faudrait poser au patient, est-ce qu'il a un bilan qui date de plus de 3 mois? À l'occasion d'un examen, je ne sais pas, un examen systématique, ou un bilan préopératoire, il faut chercher une créatinine qui date de plus de 3 mois. Ça, c'est le premier réflexe. Parce que si on a une créatinine élevée qui date de plus de 3 mois, ça y est, on est dans un contexte chronique. Si on n'a pas de stigmate, de critères chronologiques, dans ce cas, il faut rechercher les signes de chronicité. D'accord?
chercher les signes de chronicité qu'on va voir tout à l'heure. Donc, les anomalies et les marqueurs d'atteinte rénale, il ne faut pas oublier, c'est... Alors, c'est les bandelettes urinaires à l'examen clinique qui doit être systématique, l'historique si jamais on a une biopsie rénale et l'échographie. Et le débit de filtration glomérulaire, on va le détailler. Une créatinine seule ne veut rien dire, il faut l'intégrer et mesurer le débit de filtration glomérulaire. C'est la fameuse clairance de la créatinine. Alors, clairance de la créatinine, il y a 3 formules, Cochrane, MDRD, CKD et PI. C'est très simple. On va pas, avec les tablettes, tout est informatisé. Vous introduisez l'âge du patient, le genre et la créatinine, et vous avez la clairance de la créatinine. Et on utilise de plus en plus CKD. Alors, et l'MDRD. Cochrane, on ne l'utilise plus, elle est dépassée, sauf si on n'a pas de tablette et on n'a pas la possibilité d'évaluer la clairance par cette méthode. Alors, juste un mot sur l'albuminurie. L'albuminurie, alors, l'albuminurie, il y a différentes façons de mesurer l'albuminurie. Soit en collectant les urines de 24 heures, et donc elle est normale lorsqu'elle est inférieure à 30 mg, elle est modérée lorsqu'elle est entre 30 et 300, c'est la fameuse microalbuminurie, macroprotéinurie lorsqu'elle est supérieure à 300. Alors cette façon de mesurer l'albuminurie peut être faussée par la collecte des urines, qui n'est pas bien faite par le patient. Parce qu'on fait, on va prendre un échantillon d'urine, on mesure le taux d'albumine en grammes par litre et on le multiplie par la durée par 24 heures. S'il n'a pas bien collecté, il n'a pas très bien compris comment il faut collecter les urines de 24 heures et il va collecter 1 litre au lieu de 1,5 litre. Ça va sous-estimer la microalbuminurie. Alors qu'il peut, par exemple, dans la collecte des urines, mettre les urines de la première miction du matin, le premier jour, c'est faussé par excès. Donc c'est pour cette raison que de plus en plus, on se base sur le ratio albuminurie sur créatinurie. Il est très simple, on n'a pas besoin de mesurer la durée de 24 heures. On a juste le taux d'albumine dans les urines, le taux de créatinine dans les urines et on fait le rapport. Et vous sur l'échantillon, indépendamment de la quantité de 24 heures. Indépendamment de la quantité. C'est beaucoup plus pratique pour le patient et pour le médecin. D'accord. Et c'est beaucoup plus fiable pour dire est-ce qu'on a une albuminurie normale, absence d'albuminurie, une micro ou macro albuminurie, et ça dépend en mesure en milligrammes l'albuminurie et en grammes la créatinurie, ou alors en milligrammes et en millimol. Est-ce que l'infection urinaire et la boisson de liquide, est-ce qu'elle peut fausser Alors, pour la mesure de la microalbuminurie, il faut respecter les conditions de demande, le timing au cours duquel vous allez demander une albuminurie. C'est-à-dire, il ne faut jamais demander une microalbuminurie lorsque le malade est diabétique et il est mal équilibré. Lorsqu'il a une hémoglobine glyquée qui est à 9, 10, ce n'est pas la peine de demander une microalbuminurie. Équilibrez votre diabète et demandez à distance une microalbuminurie. Deuxième précaution, l'hypertension artérielle. Il ne faut jamais demander une microalbuminurie chez un malade qui n'est pas bien équilibré sous traitement. Alors, la troisième précaution, c'est de ne pas demander, de ne pas faire la microalbuminurie le lendemain d'un effort physique, footing, voilà, un sport dans une salle de sport. Non, il faut qu'il soit au repos pendant les 3 jours qui précèdent l'examen. Pas de microalbuminurie lorsqu'il a une grippe, voilà, un syndrome inflammatoire ou une fièvre. Pas de microalbuminurie lorsqu'il a une infection urinaire. Par contre, la boisson n'influence pas parce que en fait, vous allez faire le ratio albuminurie sur créatinurie. Donc, et lorsqu'on a une microalbuminurie qui est positive, ça ne suffit pas pour dire qu'elle a une microalbuminurie, il faut la recontrôler 3 mois plus tard. Et lorsqu'on a 3 à 6 mois plus tard, et lorsqu'on a 2 valeurs qui sont pathologiques, on dit qu'il y a une microalbuminurie. Bon, cette situation, elle se voit chez qui? On a besoin de diagnostiquer une microalbuminurie dans les malades, dans les pathologies qu'on voit, surtout chez les diabétiques. La microalbuminurie, elle est déterminante du
diabétique. Il a fait une microalbuminurie, c'est qu'on est au stade de réversibilité, on peut agir et arrêter le processus évolutif de l'insuffisance rénale chronique. Ou si il y a une macroalbuminurie, c'est que c'est une lésion qui est irréversible. D'accord? Donc, premier réflexe, examen clinique complet avec bandelette urinaire. Interroger le patient s'il y a eu un bilan qui a été fait 3 mois auparavant, et j'ai développé la microalbuminurie parce qu'elle mérite d'être développée pour connaître les spécificités de cet examen. Alors, voilà. Alors, ensuite, créatinine élevée. Donc, la première question, est-ce que c'est une insuffisance rénale aiguë ou chronique? On a la première situation, le patient est discipliné, il fait un contrôle, il est diabétique, il a une créatinine qui date de plus que 3 mois, vous avez une créatinine élevée qui date de plus de 3 mois, ça y est, on est dans la chronicité. En absence d'éléments chronologiques. En absence d'éléments chronologiques, alors je vous présente cette vignette clinique, patient âgé de 45 ans, diabétique au stade de complications dégénératives, hypertendu. Au bilan de contrôle, il a 240 micromoles, urée 16 millimoles, kaliémie 4 millimoles, une hémoglobine A10, VGM 90, une calcémie à 2 millimoles par litre, phosphorémie 1,9 et l'échographie d'un rein de taille normale avec une mauvaise différenciation corticomédulaire. C'est la première fois qu'il vient vous consulter avec ce bilan, avec ces éléments-là. Donc, on regarde la première question. S'agit-il d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique? Il n'a pas de chiffre en douche, il n'a pas de créatinine disponible en douche. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est une chronique ou elle est aiguë ou si c'est justifier votre réponse? L'anémie est un signe de chronicité. L'anémie est un signe de chronicité. L'hypocalcémie. Et l'échographie rénale. Et l'échographie rénale. Donc on a des reins de taille normale, mais de mauvaise différenciation. La mauvaise différenciation, c'est un signe de chronicité. Donc ici, quand de NFS, calcémie, échographie, il vous ramène finalement le diagnostic. Et donc, voilà, c'est une insuffisance rénale chronique. Alors, les caractères de chronicité, on a dit le critère anamnestique qui date de plus de 3 mois, les critères biologiques, l'anémie, normochrome, normocytaire arégénérative, pouvant être profonde mais souvent bien tolérée. Chronique, profonde chomaneta. Je tolère une hémoglobine jusqu'à 8. Aqal min 8, cherchez autre cause. Une insuffisance rénale chronique, sauf si il est insuffisant, rénal chronique, avancé, au stade de dialyse, qui n'a pas commencé le dialyse, qui est très mal, ou bien une hémopathie. Hémopathie, un problème de saignement, un problème d'amyélome, tout. C'est le bilan, il y a le bilan d'une anémie, indépendamment de l'insuffisance rénale. Alors, donc, l'anémie, l'hypocalcémie et les critères morphologiques, c'est la diminution de la taille des reins inférieure à 8 cm. Quelqu'un qui est corpulent, c'est pour moi un rein de 10 cm, c'est des petits reins par rapport à l'un qui mesure 1,85 m. Voilà. Donc tout est proportionnel. Par rapport à un sujet qui mesure 1,50 m, qui a des tailles de reins à 10, c'est des reins qui sont bien conservés en taille de taille. Donc c'est proportionnel à la taille. Alors, les mauvaises différenciations, surtout la mauvaise différenciation. C'est plus que la taille. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit c'est plus que la taille. La taille, il y a des gens qui font des petits reins de façon congénitale. Tout à fait. Donc, alors, femme a des particularités. Alors, une insuffisance rénale sans diminution de la taille des reins. Ce n'est pas dans tous les cas où on a une diminution de la taille des reins. C'est le diabète. D'ailleurs, assez souvent, les malades diabétiques, ils ont une insuffisance rénale, ils ont une créatinine élevée. Vous demandez une échographie et vous leur dites peut-être que vous avez une insuffisance rénale. Il est chez le radiologue lui fait une échographie et il a le réflexe de lui dire vos reins ils sont très bien. Et il revient vers vous et il vous dit bon voilà, le radiologue non, un diabétique au fait il conserve la différenciation et il conserve la taille.
Donc c'est un critère trompeur. D'accord? Et donc, ça crée un souci devant ce diagnostic que le malade n'accepte pas l'insuffisance rénale chronique. Donc, il se met le radiologue et pour lui, le radiologue c'est ou le médecin, son médecin, le clinicien, non. Donc, c'est le diabète, l'amylose. L'amylose, elle concerne des reins de taille normale, hydronéphrose lorsqu'on a un obstacle bilatéral, et la polykystose rénale. La polykystose rénale, vu les kystes, elle va garder des reins de taille normale. Alors, l'hypocalcémie fait défaut, elle est absente dans une insuffisance rénale chronique qui est due à un myélose, la tubulopathie myélomateuse. Je t'artique comme des reins de taille, une insuffisance rénale sans hypocalcémie. Chez quelqu'un qui a une néoplasie avec métastase osseuse. Malgré donc l'insuffisance rénale chronique, le fait qu'il a des métastases, il va avoir une normo, voire une hypercalcémie. L'hyperparathyroïdie également. Et généralement, alors, on n'attend pas l'hypocalcémie, l'hypercalcémie, une insuffisance rénale chronique avec une calcémie normale est considérée anormalement normale. Elle ne devrait pas être normale. Donc vous la considérez comme étant un signe qui doit vous orienter vers au moins ces étiologies, les causes de l'hypercalcémie. Une anémie, on va venir, l'anémie trop profonde doit amener vers l'enquête systématique d'une anémie, et puis sans anémie, c'est les polykystoses. Les polykystoses, ils peuvent atteindre le stade avancé de l'insuffisance rénale sans faire d'anémie, parce que les kystes, les parois internes vont sécréter l'érythropoïétine, et ça va donc corriger l'anémie, et on va avoir des malades qui ont une insuffisance rénale chronique, mais sans anémie. Alors, avec hypocalcémie très sévère, les lyses cellulaires, et avec anémie, les hémorragies. Mais là, je parle bien d'une anémie profonde par rapport au degré que l'on voudrait, le degré d'insuffisance rénale chronique. Alors, donc, première étape, on a dit affirmer le caractère chronique sur le critère anamnestique et les critères biologiques et radiologiques. Là, donc, vous êtes dans la chronicité. La deuxième étape, vous devez préciser le stade de cette insuffisance rénale chronique, le rythme, on va venir vers le rythme évolutif, parce que c'est une maladie qui évolue rapidement, elle est rapidement progressive, elle est lentement progressive, on va le voir, et éliminer une agression aiguë surajoutée. Alors, pour ce patient qui a 45 ans, qui est de sexe masculin et qui a 240, vous ouvrez cette calculette qui calcule la clairance de la créatinine. C'est la Société française de néphrologie, dialyse et transplantation. Elle vous donne donc les différentes façons de calculer la clairance, soit MDRD, soit CKDP, et si vous activez la clairance par Cockcroft, en mettant le poids, elle va vous donner le poids. En plus, elle va vous donner le stade de la maladie rénale chronique. Donc ce patient qui a 45 ans et qui a 240, ça paraît pas beaucoup, mais sur le plan stade de maladie rénale chronique, c'est un stade 4. D'accord? Alors, stade 4, voilà les stades de la maladie rénale chronique. Alors, la maladie rénale chronique n'est pas l'insuffisance rénale chronique. Alors, on parle d'une maladie rénale chronique lorsqu'il y a des anomalies du sédiment urinaire, des anomalies histologiques, des anomalies radiologiques, mais avec une créatinine supérieure à 60 ml/min. Là, on est dans la maladie rénale chronique. On peut avoir une clairance qui est inférieure de 90 à 60, ou c'est un malade qui est en train d'hyperfiltrer, et ça peut atteindre même plus que 120 ml/min. Alors, on parle ensuite de la maladie rénale chronique, mais on n'emploie pas le terme insuffisance rénale chronique. Maladie rénale chronique, le stade léger, lorsque la clairance est entre 60 et 90. Entre 60 et 90. Donc là, vous allez voir pourquoi on doit déterminer le stade de la maladie rénale chronique. Ça va déterminer notre conduite à tenir, aussi bien diagnostique et surtout thérapeutique. Alors, le modéré, c'est le 3. C'est entre 30 et 59. Le sévère, c'est entre donc 15 et 29. L'inférieur à 15, c'est le terminal, qui nécessite l'épuration extra-rénale. Alors,
systématiquement dialyse, mais à ce stade, il y a la dialyse, il y a la dialyse péritonéale et il y a la transplantation rénale. D'accord? Donc il y a ces trois modalités. Inférieur à 15, actuellement c'est inférieur à 15. D'accord? C'est vrai que chez les diabétiques, ça dépend, on va le voir, une nature de la néphropathie sous-jacente. Si c'est une nature tubulo-interstitielle, elle est très latente, elle évolue très lentement, on laisse le malade. Après, c'est le 10 pour le préparer. Chez les diabétiques, à partir de 15, on commence à préparer. Alors, dernièrement, ils ont subdivisé le stade 3 en deux parties, soit 3A ou 3B. 3A, il est entre 45 et 59, et 3B entre 30 et 44. Parce que, en fait, c'est logique. Moi, je kiffe à quelqu'un qui a une clairance à 50, kiffe à quelqu'un qui a une clairance à 35. C'est pas la même chose. Donc, ils ont subdivisé le stade d'insuffisance rénale modérée en deux, le 3A et le 3B, parce qu'au fait, la conduite diffère. C'est pas la même conduite à tenir thérapeutique. Et vous voyez ici, on parle d'insuffisance rénale chronique à partir de 60 ml/min. Là, on parle d'une maladie rénale chronique avec des FG normales ou légèrement diminuées, avec des anomalies, des marqueurs d'atteinte rénale, comme la clinique, bandelette, biologique ou histologique ou radiologique. Alors, préciser le stade de la maladie rénale chronique, ça va nous permettre finalement de déterminer notre conduite à tenir. Notre conduite à tenir, et on va le voir dans les suites de cet exposé. Alors, la première étape, c'est de faire le diagnostic étiologique. Pourquoi mon malade il a cette insuffisance rénale chronique? Quelle est la cause de cette insuffisance rénale chronique? Bien sûr, à partir de ce stade, il faut avoir à l'esprit que c'est un malade chronique, qu'on va le suivre pendant des années et que notre objectif, c'est de retarder au maximum l'échéance de dialyse. C'est-à-dire, au lieu d'atteindre la dialyse au stade de 5 ans, on va lui faire gagner 10 ans, 15 ans. Et c'est possible lorsqu'on prend en charge les malades tôt. Alors, on va le voir, comment c'est possible, par les médicaments qu'on va voir, surtout les bloqueurs du système rénine-angiotensin aldostérone, mais en agissant sur les facteurs de décompensation et donc avec une prise en charge des facteurs de risque associés, parce que c'est généralement des malades à haut risque cardiovasculaire. Alors, ce que je viens de dire, c'est ça. On a une maladie rénale. On a un patient, par exemple, qui a une clairance à 60 ml/min. Il est limite du stade 3. Il est au début de l'insuffisance rénale chronique modérée. Alors, par l'action qu'on va faire, le suivi du patient, alors lorsqu'on le traite, on va traiter et prévenir, retarder l'échéance de la dialyse. Donc, il faut tout d'abord éviter les décompensations. Parce qu'en fait, les décompensations, ils vont, au lieu de gagner ces 5 ans, on va rapprocher, on va commencer la dialyse plus tôt. Donc il faut éviter tous les facteurs de décompensation. Sinon, l'action avec le traitement des facteurs de risque associés, le traitement adapté, il va permettre de ralentir la progression de la maladie rénale chronique, voire aboutir à une rémission. D'accord? Par exemple, ici, alors il a 60 ml/min. On va la calculer. On atteint le stade de dialyse à 15 ml/min. Le rythme de la pathologie, le déclin, il est de 12 ml/min par an. Donc, au fait, on a à peu près 3 ans, 4 ans. 4 ans, il va atteindre. Si vous agissez à temps et vous essayez d'agir et de ralentir, on ne va pas le guérir. Il faut dire ça aux patients. On ne va pas vous guérir, mais on va ensemble essayer de retarder au maximum l'échéance. Mais là, peut-être il ne sera pas coopérant, il sera pas, mais là, il va comprendre. Lorsqu'il va voir la stabilité de la créatinine d'une consultation à une autre, et d'ailleurs, il faut leur expliquer, si jamais ils sont stables, il faut leur dire c'est bien. Ils pensent qu'ils viennent à la consultation, ça ne sert à rien du tout, le bilan est le même. Non, il faut leur dire non, le bilan est le même, là, on est en train de gagner, là, on est en train de retarder au maximum l'échéance. Parce que si on ne parle pas d'épuration extra-rénale chez le malade, là, il ne va pas comprendre l'intérêt du traitement, qu'il soit diabétique, hypertendu, néphropathie, autre que ces deux pathologies courantes dans notre élément. Donc si c'est 4 ml/min, de 60 à 15, 45,
45 sur 4, à peu près pas déjà 10 سنين. Au lieu d'atteindre le stade de dialyse au bout de 6 ans, je vais gagner jusqu'à 12 ans. 12 ans, c'est pas rien du tout, là. 12 ans sans dialyse. Et si il intervient à un stade de réversibilité, maintenant un diabétique hygiénique fait le microalbuminurie, je peux stabiliser et ne jamais atteindre le stade d'insuffisance rénale chronique. Donc c'est une notion, il faut l'expliquer aux patients, il faut expliquer l'intérêt des consultations, pourquoi on fait des consultations, et que ça a été le comment doit être bidon. Non, entre-temps, on est en train de surveiller l'insuffisance rénale pour qu'elle ne progresse pas. C'est l'intérêt de la pédagogie. La pédagogie, surtout la psychologie. Il faut savoir les prendre. Il faut savoir leur expliquer. Alors ici, donc, il y a la vitesse déterminée, on a la vitesse de progression de la maladie rénale chronique. C'est par la surveillance du débit de filtration glomérulaire. Alors, le déclin annuel, c'est bon, vous avez fait votre diagnostic, c'est une insuffisance rénale chronique. Mais là, vous allez atteindre le stade de dialyse de 5 ans. On va surveiller ensemble le rythme de progression de votre insuffisance rénale pendant une année. D'accord? Chaque patient, il a son profil. Un diabétique qui progresse rapidement au sein de dialyse, des années avec une créatinine plus ou moins stable, donc chacun il a son profil. Le profil, vous ne pouvez pas le déterminer de façon prospective. Vous le déterminez de façon rétrospective. Pendant une année, 2 ans, on va le profil évolutif interne. Donc comment on fait? On fait le débit de filtration de 2020 à 2019. D'accord? Un déclin physiologique habituel, normal, c'est à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, on commence à perdre des néphrons, on perd des neurones, c'est physiologique, on perd 1 millilitre par minute par an. Un déclin modéré, c'est entre 1 et 5. C'est modéré. Rapide lorsqu'il perd plus que 5 millilitres minute par an. D'accord? Donc, on a des rythmicités lentes, modérées, rapides. La progression, la vitesse de progression, bien sûr, il ne faut jamais oublier une décompensation, c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë sur un fond chronique. Alors, donc, là, donc, on a fait le diagnostic, on a établi, précisé notre stade et le rythme évolutif qui va déterminer notre conduite à tenir thérapeutique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le diagnostic étiologique. Alors, le rein, ça paraît compliqué pour la plupart, et surtout les néphropathies. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est vrai, toutes les pathologies donnent protéinurie, hématurie, insuffisance rénale, œdème. Le rein par les mêmes signes, quel que soit le secteur qui est touché. Et la difficulté, en fait, le rein, il faut savoir que en matière de néphropathie, c'est-à-dire la pathologie du néphron, le néphron c'est l'unité fonctionnelle du rein, dans chaque rein on a 1 million de néphrons. En fait, qui ont une néphropathie, il faut que je précise. Est-ce que c'est une maladie du néphron qui touche le glomérule? Portapoule, c'est une néphropathie glomérulaire. Est-ce qu'elle touche le secteur tubulo-interstitiel? C'est une néphropathie tubulo-interstitielle. Voilà, c'est un secteur vasculaire. Je suis dans les néphropathies vasculaires. Donc, et en fait, la finesse diagnostique, c'est de savoir, sur les éléments cliniques, différencier une néphropathie glomérulaire d'une tubulo-interstitielle et d'une vasculaire avec les 5 signes que je viens de citer. D'accord? Et donc, on va commencer par... donc là, juste vous rappeler, ça c'est histologiquement un glomérule normal avec son artériole afférente et artériole efférente. Ça, le secteur vasculaire, une artère avec une longue artérielle fibreuse. Et ça, c'est quoi ça? Juste, c'est une artère avec quelque chose à l'intérieur. C'est des endoles de cristaux de cholestérol. C'est une complication qu'on voit lorsqu'on fait un cathétérisme chez un malade de haut risque cardiovasculaire. On déplace une plaque d'athérome et elle diffuse partout et elle va obstruer les artères et donne une néphropathie vasculaire. Alors on peut avoir le secteur tubulaire qui est malade et on peut avoir le secteur interstitiel qui est malade. Alors, on va commencer. J'ai un type comme 4 vignettes cliniques et chaque fois vous me dites quel type de néphropathie. Alors, patiente âgée de 28 ans, adressée pour insuffisance rénale évoluant depuis 4 mois. Donc on est dans la chronicité. Cliniquement, il y a des œdèmes de type rénal, une tension artérielle à 155-90 millimètres de mercure, glomérulaire. Bravo.
3, et une créatinine, bien sûr, il faut calculer clairance. Donc, c'est une hématurie glomérulaire, parce qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il y a une protéinurie très abondante, 3 croix, d'accord? Alors, le fait d'avoir une protéinurie 3 croix, c'est une protéinurie d'ordre néphrotique, supérieure à 3 grammes. Le fait qu'il y a une hématurie, mais ça a l'hématurie, il faut, c'est-à-dire la rattacher au glomérule. Elle peut être d'origine urologique, une lithiase, voilà un kyste, voilà une tumeur vésicale, voilà une infection, peut donner une hématurie. Alors, les caractéristiques d'hématurie, le fait qu'elle est associée à ce tableau d'œdème, de protéinurie, d'hypertension, ça fait glomérulaire. Dans le doute, on demande les cylindres hématiques. Les cylindres, c'est un examen très simple qui est fait au laboratoire. Bon, c'est vrai, il y a des laboratoires qui le font et d'autres pas, mais qui signent l'origine glomérulaire de l'hématite. C'est un examen très simple qui ne coûte pas cher, mais il faut juste que le laboratoire soit sensibilisé et qu'il sache rechercher les cylindres hématiques. Donc, c'est une insuffisance rénale chronique d'origine glomérulaire. Pardon? Sinon, si vous n'avez pas les cylindres, c'est le contexte. Une hématurie chez un sujet âgé, qui a des troubles urinaires du bas appareil, voilà, une colique néphrétique, une infection urinaire, plutôt dans l'urologie. Isolé, indolore, sans signe, sans rien du tout, associé à une protéinurie, c'est plutôt glomérulaire. Alors, deuxième vignette. Patient âgé de 34 ans aux antécédents d'insuffisance rénale, d'infection urinaire à répétition, qui est adressé pour insuffisance rénale. Cliniquement, il a un syndrome polyuropolydipsique. Pas d'œdème, tension artérielle normale, olaxix protéinurie U croix, glucosurie U croix, créatinine 200 micromol, chlore 113 millimol, natrémie 138, calémie 3,7, glycémie 5 millimol normale, protéinurie 24 heures 0,8 g, leucocyturie sans infection, et à l'échographie, c'est des contours bosselés. C'est les contours bosselés. Parce que fait les cours, vous voyez un rein normal, mais les contours internes, ils sont comme ça, sans voir de kyste. J'ai pas dit de kyste, j'ai dit juste c'est des contours. Le diagnostic de l'échographie. Donc, c'est quel type de néphropathie? Tubulo-interstitielle. Justifiez votre réponse. Contour bosselé, d'accord. Femme a un lien entre contour bosselé ou infection urinaire à répétition, oui ou non? En fait, c'est des pyélonéphrite, c'est des séquelles de pyélonéphrite, c'est un rein de pyélonéphrite chronique. Donc, chaque infection permet une fibrose interstitielle et elle tire vers la capsule et elle donne l'aspect de contour. Donc, oui, ça oriente plutôt vers l'étiologie. Et le fait qu'on a des contours bosselés, ça oriente vers le tubulo interstitiel. Sinon, je n'en. Glucosurie non. Glucosurie sans. Bravo. Glucosurie, une croix normoglycémique, c'est qu'il y a une tubulopathie. Le rein laisse passer le glucose alors qu'il n'y a pas d'hyperglycémie. Oui? Schnoer. Hein? Attends, à 0,25 points, 0,25 points. Non, syndrome polyuropolydipsique. La leucocyturie aussi. La leucocyturie sans germe. Sans germe. Ouais. Et surtout, on a les signes, protéinurie, hématurie, œdème, HTA, insuffisance rénale. Insuffisance rénale pour absence d'œdème, bravo, Schnoer. La tension artérielle normale. La protéinurie faible à 0,8, inférieure à 1 g. D'accord? Déjà, chirurgique mérite écho, il n'y a pas la notion d'infection urinaire à répétition. Donc, le caractère tubulo-interstitiel, c'est l'absence de signes. C'est une insuffisance rénale généralement avec de très faibles signes. Un sédiment urinaire U croix, de protéinurie, pas d'œdème, pas d'hypertension artérielle, avec des reins de petite taille, avec des contours bosselés, ça va vous orienter vers la tubulo-interstitielle, c'est la plus silencieuse des néphropathies. La néphropathie glomérulaire, il va venir avec un œdème, il va
va venir avec une hypertension artérielle, avec peut-être un OAP, avec une hématurie, alors que l'interstitiel, c'est silencieux. C'est très insidieux et c'est très... le rein est traître. Et la néphropathie tubulo-interstitielle, elle est encore plus... les familles des néphropathies. Donc voilà. C'est ça les signes qui sont en faveur d'une insuffisance rénale d'origine interstitielle. Patient âgé de 59 ans, tabagie, hypertension artérielle mal équilibrée, dyslipidémie, coronarien stenté, adressé pour une insuffisance rénale.